On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai, découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor. Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués, capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts, trouvés dans l'épave d'Anticythère, font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une 2e épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'1 siècle. Et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches.
Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mensun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ? Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien Empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. En 1854, le SS Arctic, le paquebot le plus rapide de son époque, a entrepris de traverser l'Atlantique. En naviguant à travers un voile de brume, il a lentement disparu dans l'inconnu. La Collins Line, une compagnie maritime américaine, a été créée en 1818 et n'a commencé à faire sérieusement du commerce transatlantique qu'en 1835. Ces bateaux à vapeur traversaient l'Atlantique de Liverpool à New York en seulement 10 jours. Cela ne semble pas très rapide aujourd'hui, mais à l'époque, le même trajet prenait plusieurs semaines à d'autres navires. Légers sur l'eau avec leur coque en bois, puissants grâce à un moteur à vapeur, ces bateaux étaient le choix préféré de nombreux personnages haut placés. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un navire aussi perfectionné ? Voilà qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'un autre navire que tout le monde croyait insubmersible. Mais revenons à la Collins Line. Elle est devenue un opérateur très performant sur les routes transatlantiques avec un seul concurrent, la Cunard's Line. Il s'agissait d'une compagnie britannique qui ambitionnait également d'être la principale force en présence à travers le passage de l'Arctique. En 1835, la Collins Line a reçu un nouveau navire qui s'est rendu à Liverpool et est revenu à New York, avec la plus grosse cargaison jamais vue à l'époque. À partir de ce moment-là, la compagnie n'a cessé de croître. Il semblait qu'elle n'allait connaître que des succès futurs. Malheureusement, ces somptueux navires sont devenus coûteux à faire fonctionner, notamment à cause de la quantité de charbon utilisé. La puissance massive et les faibles coques en bois signifiaient qu'ils avaient besoin de nombreuses réparations après chaque voyage. Ainsi, chaque voyage a fini par coûter cher. Mais comme les navires étaient sûrs et avaient une excellente réputation, les gens étaient prêts à payer le prix. Et l'entreprise n'était absolument pas en crise. Ils avaient réussi quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant eux. Leur navire traversait l'Atlantique en 10 jours seulement. Et Edward Collins, le propriétaire, était déterminé à maintenir le rythme. Les 5 navires de la compagnie surpassaient facilement ceux de la Cunard's Line, qui n'en comptait que 3. Forte de son succès, elle a attiré davantage l'attention. Bien que le navire de la Cunard était plus lent, avec leur coque en fer, ils pensaient qu'il y avait encore du profit à faire. Parmi les navires de Collins, l'Arctic, le 3e à avoir été lancé, était le plus grand, atteignant 87 mètres de long, avec 2 moteurs à vapeur à levier latéral, chacun d'une puissance de 1000 chevaux. Les 16 roues à eau faisaient 16 tours par minute lorsqu'elle tournait à pleine vitesse. Au moment de son lancement, la presse l'a qualifié de « vaisseau le plus stupéfiant jamais construit aux États-Unis ». Mais tout le glamour et la gloire n'ont pas permis d'éviter ce qui allait suivre. Le 27 septembre, l'Arctique faisait son voyage de Liverpool à New York, naviguant à une allure rapide à travers l'épais brouillard. Il est possible qu'à ce moment-là, après 4 ans de voyage record, l'équipage ait pris trop confiance en sa navigation et en son navire.
À seulement 80 km de Terre-Neuve, ils ont imprudemment poursuivi leur route dans le brouillard, sans contact radio, sans sonar, ni aucun autre moyen d'identifier de potentiels obstacles, équipés uniquement de code Morse. Un navire de pêche plus petit, le SS Vesta, opérait souvent autour de Terre-Neuve. Il passait par le même chemin que l'Arctique et s'est écrasé sur son flanc. Choqué par la collision, le capitaine de l'Arctique a proposé son aide au Vesta, beaucoup plus petit. Mais il était vite devenu évident que les dégâts sur l'Arctique, qui semblaient mineurs, étaient en réalité sérieux. Sous la ligne de flottaison, un trou laissait entrer l'eau dans la coque. C'était le défaut d'une coque aussi légère et rapide. Ils se sont dirigés vers la terre ferme en essayant de colmater le trou. Mais ils ne s'en sortaient pas et l'eau de mer continuait à affluer, remplissant le navire qui s'enfonçait de plus en plus. Et finalement, une fois que la salle des machines a été pleine, les chaudières se sont éteintes, privant le navire de la puissance massive pour laquelle il était légendaire. Il a continué à naviguer lentement avant de s'arrêter complètement. Il continuait à couler et l'ordre a été donné de l'abandonner. À l'époque, le droit maritime autorisait l'Arctique à ne transporter que 6 canots de sauvetage, capables de sauver seulement 180 personnes. L'équipage et certains des passagers ont réussi à se frayer un chemin sur le pont et ont pris la plupart des sièges de ces canots. Mais le chaos régnait, et tout le monde a semblé oublier ses bonnes manières, ne laissant pas les femmes et les enfants embarquer en premier. Il a fallu 4 heures pour que l'Arctique coule. 150 membres d'équipage et 250 passagers étaient à bord. Ceux qui n'ont pas réussi à trouver une place au bord d'un canot de sauvetage ont fait une tentative désespérée pour construire leur propre radeau de fortune avec des parties du navire. 2 jours plus tard, seuls 3 canots sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Les 3 autres n'ont jamais été retrouvés. Et crois-le ou non, l'équipe de sauvetage a aussi retrouvé des personnes qui s'accrochaient à l'épave depuis 2 jours. Contrairement à l'équipage, le capitaine a sombré avec l'Arctique, mais a étonnamment survécu. Il ne serait qu'une seule des 85 personnes qui s'en sont sorties, sur les 400 personnes à bord. Lorsque la nouvelle est arrivée 2 semaines plus tard, le public a été attristé par la catastrophe. Une grande colère a rapidement suivi envers le manque de mesures de sécurité et envers l'équipage. La presse a publié des demandes pour changer les lois et embarquer plus de canots de sauvetage. Il était logique d'en avoir suffisamment pour chaque personne à bord d'un navire. Mais ces demandes ont été ignorées. Cette négligence allait entraîner d'autres catastrophes à l'avenir. Des canots de sauvetage en nombre suffisant n'entreraient dans le droit maritime qu'environ 60 ans plus tard, après la catastrophe du Titanic. La femme et les 2 enfants d'Edward Collins étaient aussi à bord du navire et n'en sont pas revenus. Il avait le cœur brisé, mais n'a pas cessé de gérer son entreprise. La Collins Line avait encore une réputation à défendre, la plus grande, la plus rapide et la plus luxueuse sur l'Atlantique. Edward Collins allait maintenant construire un navire encore meilleur que tous les autres. Il s'appelait l'Adriatique, et c'était le plus grand navire du monde, presque 108 mètres de long. Avec 2 moteurs à vapeur alternatifs qui n'avaient jamais été construits de cette taille. À l'époque, ces moteurs à vapeur étaient l'apogée de l'ingénierie, bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus les voir que dans des modèles réduits et des jouets. Avec le nouvel ajout de 2 mâts, l'Adriatique serait aussi capable de naviguer à la voile si nécessaire. Heureusement, des leçons ont été tirées de la catastrophe de l'Arctique. Mais avant que leur nouveau navire ne soit construit, une autre catastrophe s'est produite. Le navire jumeau de l'Arctique a aussi coulé. On pense que la Collins voulait désespérément rester devant la Cunard avec ce 2e navire, qui a fini par heurter un iceberg quelque part pendant la course. Cette compétition malsaine a coûté la vie à 141 personnes. C'est récemment devenu un lieu populaire pour de nombreux touristes à la recherche de l'endroit parfait pour s'évader. Si tu as la chance d'avoir du soleil ici, ce sera une expérience unique. Il y a de fortes chances que tu aies plutôt des jours brumeux, mais soyons honnêtes, ça a aussi son charme. Cette île enchanteresse en forme de sourire s'appelle l'île de Sable. Elle est située à 300 km de la Nouvelle-Écosse. Elle n'était pas accessible au grand public avant 2013, lorsqu'elle a été ajoutée à la liste des parcs nationaux du Canada. Tu peux t'y rendre par avion ou par bateau. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si enchanteur ? Il doit bien y avoir quelque chose, puisque le nombre de touristes augmente chaque année. Tout d'abord, il y a un nombre spectaculaire de chevaux sauvages ici. Entre 200 et 500 d'entre eux se promènent en liberté sur l'île.
Il y a aussi une grande population de phoques gris. L'endroit est également le seul lieu de reproduction d'une espèce d'oiseau rare appelée le bruyant d'Ipswich. Mais si tu envisages déjà d'y faire un voyage, tu dois d'abord savoir certaines choses. Tu te souviens de la brume dont on a parlé ? Eh bien, il s'avère que l'île de Sable est l'endroit le plus brumeux des provinces maritimes canadiennes. On parle d'environ 127 jours de brouillard par an. Lors de ces journées, l'île de Sable disparaît littéralement sous une épaisse couche de brouillard. Tu ne pourras pas non plus explorer l'endroit tout seul. Le règlement local stipule que les visiteurs doivent voyager au sein d'un groupe et ils doivent aussi garder une distance d'au moins 60 mètres avec les animaux sauvages qu'ils peuvent rencontrer. Aussi charmant que cet endroit puisse être, il renferme un sombre secret caché sous les dunes de sable. Et cela n'a rien à voir avec les magnifiques créatures qui vivent ici ou la végétation unique de l'île. En plus d'être connue pour ses chevaux et ses phoques, l'île de Sable est tristement célèbre pour un nombre impressionnant de naufrages. Au fil des ans, environ 350 navires ont fini leur course ici, sur ces bancs de sable. Lorsque les survivants ont décrit leur expérience, ils ont généralement mentionné les conditions météorologiques difficiles près de cette île mystérieuse. L'île a également fait son entrée dans la littérature lorsqu'elle a été décrite dans un livre intitulé « The Perfect Storm », écrit par Sebastian Junger et publié en 1997. Le livre a eu tellement de succès qu'il a ensuite été adapté au cinéma en 2000 avec George Clooney dans le rôle principal. Le premier naufrage enregistré près de l'île de Sable remonte à 1583. Le navire s'appelait le HMS Delight et était sous le commandement de l'aventurier et explorateur britannique Sir Humphrey Gilbert. Seules 17 personnes ont réussi à survivre à la catastrophe en s'échappant dans un petit canot. Les archives mentionnent qu'ils ont passé 7 jours en mer avant d'atteindre les côtes de Terre-Neuve. En 1884, un autre navire nommé de Nicosia a également lutté dans l'épais brouillard. Le navire a été complètement détruit, mais heureusement les 18 membres de l'équipage ont réussi à survivre. Le fils du capitaine a failli être perdu en mer lorsqu'un canot de sauvetage a chaviré alors qu'il y montait. Il a réussi à rester sous le canot qui était complètement submergé. Lorsque le canot s'est redressé, il a fini par sortir de l'eau et a été secouru pour la deuxième fois. Entre 1947 et 1999, les choses ont été relativement calmes autour de l'île. Mais le 27 juillet 1999, un yacht appelé The Merrimack s'est échoué près du rivage de l'île vers 2 heures du matin. Le bateau de 12 mètres en fibre de verre avait un équipage de seulement 3 personnes. Des ouvriers de la prospection gazière qui se trouvaient, heureusement non loin de là, les ont secourus. L'équipage a finalement réussi à rejoindre Halifax le lendemain par avion en toute sécurité. Le propriétaire du Merrimack a essayé de récupérer son bateau en engageant un pêcheur local. Malheureusement, cette opération n'a pas vraiment été couronnée de succès, puisque seuls les accessoires du yacht ont finalement été sauvés. Il n'a pas fallu plus de 6 semaines pour que le sable et les vagues écrasent et brisent complètement la coque du Merrimack. Alors qu'est-ce qui rend cet endroit si dangereux pour les bateaux ? La météo est-elle la seule en cause ? Ou peut-être y a-t-il d'autres forces en jeu ? L'explication s'avère un peu plus complexe et ça n'a pas été facile à comprendre, du moins dans les années 1500. Tout d'abord, l'île est située près de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Comme elle est également proche de l'une des principales routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique du Nord, des centaines de navires passent devant elle chaque année.